Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Pour cet épisode, je suis avec Marion Matringe, qui est restauratrice du patrimoine en spécialité art graphique aux archives départementales de Côte-d'Armor. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, je vais te demander en premier de nous expliquer un petit peu à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, où tu travailles, pour qui, comment, et éventuellement nous expliquer ta journée type, si l'on est. Ah si, c'est plus compliqué, mais... Donc, mon quotidien, c'est donc responsable de la conservation-restauration aux archives départementales des Côtes-d'Armor. J'ai un grand atelier pour moi toute seule, parce que malgré le titre de responsable, je suis toute seule, responsable de moi-même. Et je m'occupe également de la conservation préventive du bâtiment, enfin des collections du bâtiment. Je travaille sur des documents d'archives qui peuvent être en fait de typologie extrêmement variée, comme on imagine. Donc il y a beaucoup de registres anciens, des ouvrages, mais on a aussi des documents seuls, manuscrits ou imprimés, on a des affiches, on a même des dessins, des choses qui sont assez plus côté beaux-arts, et on a bien sûr beaucoup de documents sur parchemin, ce qui sont mes préférés. C'est de ça qu'on va parler essentiellement aujourd'hui. Alors là, j'ai déjà plein de questions. D'accord. Très bien. Ouais, alors essayons peut-être déjà de clarifier. Déjà, est-ce qu'on se spécialise vraiment en parchemin? Parce que comme tu as remarqué, c'était aussi un socle avec le papier. Quelle est la différence? Et je veux bien aussi que tu précises pourquoi restauratrice et pas conservatrice, restauratrice, qu'on entend beaucoup. Oui, alors je comprends tout à fait la volonté de l'appellation conservateur-restaurateur, conservatrice-restauratrice. Moi, j'aime bien restauratrice du patrimoine. Bon, d'abord, c'est ce qui est écrit sur mon diplôme. Et également, je trouve que conservateur-restaurateur ou conservatrice-restauratrice, ça brouille un peu les pistes entre les conservateurs du patrimoine et les restaurateurs du patrimoine. Et souvent, les gens comprennent moins bien quand je me présente. Si je dis conservatrice-restauratrice, c'est plus flou pour eux que restauratrice du patrimoine. Et si je dis restauratrice d'œuvres d'art, alors là, immédiatement, je fais de la restauration de peinture, c'est obligé. Les gens n'imaginent pas que je puisse faire autre chose. J'avais jamais entendu, mais oui, c'est très vrai, non? Ah oui. Donc alors, restauratrice du patrimoine, c'est un peu plus vaste et on me catégorise moins directement dans la mauvaise section. Oui, ça illustre mieux le quotidien, on va dire, le chef. Voilà. J'imagine bien que dans la pratique, etc. C'est ça. Alors, je suis pas spécialiste du parchemin, c'est vraiment un goût personnel. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le parchemin, j'aime vraiment le rapport organique aux matériaux qu'on a. On l'a aussi avec le papier, mais bon, il n'y a pas le côté animal qu'on a dans le parchemin. Mais c'est pas une spécialité au départ dans mes études, puisque j'ai fait vraiment les deux, papier et parchemin. C'est juste que ça m'a particulièrement plu, et c'est un matériau que j'apprécie particulièrement de travailler en restauration. Ouais, ça vaut le coup peut-être de préciser, parce que c'est a priori la première fois qu'on en parle sur le podcast. Comment ça se fait que finalement les restauratrices art graphique se retrouvent à traiter du parchemin? C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense qu'il y a le parallèle avec le papier, ça va être qu'on travaille avant tout sur le support et non pas forcément sur le tracé, pour faire l'opposition support-tracé, la technique, l'écriture, ce genre de choses. J'imagine que c'est pour ça que ça tombe dans notre giron et pas celui de conservateur ethnographique, par exemple, de restaurateur ethnographique. Je me suis plantée. Et du coup, en tout cas, moi, c'est quelque chose dont je suis assez contente. Je pense que il y a le fait que ça soit rattaché au livre aussi. Très souvent, moi, je suis pas, c'est vraiment pas du tout ma spécialité. J'en fais un tout petit peu de la reliure, mais vraiment de la reliure moderne.
J'interviens pas sur les reliures anciennes parce que je considère que là on est hors de mes compétences. Mais il y a le rapport du coup au cuir et le fait que les documents reliés ils peuvent être papier ou parchemin, mais on intervient sur la reliure. Enfin donc ça se chevauche un peu et c'est comme ça qu'on en arrive à ça, je suppose. Oui, il y a des objets communs en fait. Voilà. Toi t'es donc surtout sur du 2D. Ah oui, je fais pas beaucoup de 3D. On a quelques maquettes, ouais. Mais même dans ma pratique indépendante avant, j'ai très peu fait de 3D. On parlera justement peut-être des expériences passées avant que tu arrives aux archives départementales. Du coup, donc, comment ça se passe? Je pense que c'est intéressant aussi de préciser que en fait, avoir un grand atelier à soi ou un atelier tout court au sein de l'institution, c'est très rare. C'est très rare et c'est très confortable. Et voilà, et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de cette expérience, ce quotidien. C'est vraiment, alors moi je suis extrêmement contente, je suis vraiment dans mon élément. Alors j'ai découvert que c'est pas parce qu'on a un grand atelier qu'on a plus de surface de travail, mine de rien, parce que tout devient occupé très vite. Mon atelier il a beau faire 60 mètres carrés, j'ai pas assez de place, il est trop petit. Ce qui est très agréable, oui, c'est que j'ai en plus une certaine liberté, c'est-à-dire que c'est moi qui décide des protocoles de restauration, qui les applique. Après, bien évidemment, aux archives des Côtes-d'Armor, on a 22 km linéaires d'archives. C'est pas moi qui m'occupe de tout parce que j'ai que 2 petites mains. C'est énorme. C'est vraiment un volume de collection très important. Et donc je m'occupe aussi des envois en restauration extérieure, donc de sélectionner, de prioriser les documents qui en auraient besoin et sur lesquels moi je pourrais pas intervenir parce que on est sur un gros volume de documents ou parce que je peux pas tout faire. Et que il y a des choses qu'on a envie de valoriser et puis moi j'ai une liste d'attente donc voilà. Les patients qui sont sur les sites. Exactement. Oui, il faut savoir qu'en France justement on va souvent en fait faire des commandes publiques, des marchés publics et en fait les restaurations provenant d'institutions sont régulièrement traitées en dehors de l'institution par des restaurateurs. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de postes au sein des institutions puisque finalement tout va fonctionner par marché public ou par devis éventuellement, enfin ça dépend, mais c'est beaucoup externalisé effectivement et c'est du coup, moi j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce poste et j'en suis très contente. T'es du coin Alors moi pas du tout, enfin j'ai pas mal de familles en Bretagne un peu partout, mais moi à l'origine j'ai grandi en région parisienne, j'habite en région parisienne, j'avais un atelier en région parisienne et puis quand cette occasion s'est présentée, j'y suis allée, alors pour avoir tout le contexte, j'étais indépendante à l'époque et j'étais suite à la crise du Covid, c'était un petit peu compliqué et j'ai fait un bilan de compétences parce que je me posais pas mal de questions justement sur est-ce que j'avais vraiment envie de continuer dans cette profession, est-ce que j'avais pas envie de me reconvertir dans quelque chose de vraiment dans l'artisanat pur par exemple, c'était des choses qui m'attiraient beaucoup et en fait en faisant ce bilan de compétences, il s'est avéré que non, j'avais très très envie de faire ce métier, j'avais pas envie de changer, en revanche je voulais plus être indépendante, ça c'était vraiment la partie qui moi me plombait complètement. Et la personne qui m'a fait faire ce bilan de compétences, c'était quelqu'un de très bien. Je suis très bien entendue avec elle. Et c'est elle qui m'a dit, bon, maintenant, l'exercice, ma cocotte, c'est que tu vas chercher toutes les offres d'emploi qui correspondent à ton profil et tu réponds. J'avais pas du tout envie de le faire, évidemment. Et on a toujours l'impression qu'on part un petit peu défaitiste. Oui, complètement, bah oui. Mais ça n'existe pas. C'est ça, je lui ai dit, mais il y a pas d'offre d'emploi. Mais elle m'a dit, bah tiens, je t'en ai déjà trouvé 2 là, en 3 clics. Alors moi, je me suis sentie un peu bête. C'était une agence. C'était une personne indépendante, qui a monté sa boîte avec la certification Calliope, donc qui fonctionne avec le compte personnel de formation. Donc c'était pour moi, ça tombait très bien. Et puis on a eu un très bon contact. Bon. Donc j'ai fait les petites annonces. Il y avait des offres d'emploi finalement dans cette branche. Alors c'est pas forcément des CDI, ça peut être prêt à bouger aussi. Voilà, faut être prêt à bouger, ça c'est sûr, parce qu'en région parisienne, c'est très saturé, même s'il y en a, c'est pris d'assaut, on sait qu'on va être très nombreux. De toute façon, moi je lui dis, mais de toute façon ils me prendront jamais, ça les intéresse pas, mon profil. Elle m'a dit, on s'en fiche, c'est l'exercice, allez, t'y vas. Donc j'ai fait ça, et j'ai eu un entretien, donc j'étais très contente. Et suite à l'entretien, ils m'ont appelé pour me dire, oui, votre candidature a été retenue. Donc je me suis dit, d'accord, bon, alors ça veut dire que je passe le prochain niveau d'entretien. Elle m'a dit, non, mais c'est bon, vous commencez là, le mois prochain. Alors que finalement, ça casse le préjugé, comme quoi c'est super difficile. Finalement, ou alors je suis hyper douée, je sais pas. Je voulais le dire quand même, mais pas non plus... Non, honnêtement, j'ai pas la moindre idée de si on a été nombreux sur ce poste ou pas. Très honnêtement, je suis partie en me disant j'étais la seule à avoir répondu, c'est pour ça qu'ils m'ont prise. Quand j'ai essayé de poser des questions en arrivant, apparemment non, quand même, j'étais pas la seule. Bon. T'as l'expérience, ça fait combien de temps que t'es dans le métier ? Alors moi, j'ai eu mon diplôme en 2008. Oui, j'avais pas mal d'expérience, mais j'avais pas du tout d'expérience en archives, par exemple, et
pour remonter dans le temps, je travaillais depuis 10 ans sur des appareils photo, donc plus du tout sur mon cœur de métier. Attends, quoi? Ouais, voilà. Tu veux qu'on y revienne plus tard, peut-être? Comme tu veux, si tu veux, ouais. Non, ok, trop bien. C'est très récent, en fait. Ouais. Oui, ça fait un petit peu plus d'1 an, mai 2022. Et donc, j'ai pas. Alors, et donc pour revenir sur l'idée de journée type, il y en a pas. Parce que, alors, déjà, le bâtiment est en travaux, alors, depuis 2019. Ça va, il est pas en travaux. Bah si, justement, mon atelier est en travaux, là. C'est aussi pour ça que j'ai pris des vacances cette semaine, c'est que mon atelier était pas accessible, et ça fait 10 jours qu'il est pas accessible, et que j'en ai marre de faire de l'administratif. Et puis le protéger, c'est compliqué. Et ouais, c'est très compliqué, j'ai dû ranger tous mes trucs en cours, on a bâché, on a... pas restaurer en même temps. Ah non, c'est pas du tout possible. T'es séparé d'une bâche par des mecs qui fument, qui chantent, qui s'insultent, qui rigolent, qui se lancent des trucs. Ouais, c'est... Il y a une bonne... Non, pas des scalpels, il y a une bonne ambiance, c'est sympa, mais pour travailler, c'est un peu compliqué, non, quoi. Oui, c'est clair. On est quand même très discrète quand on travaille. Ouais, voilà. C'est bien le calme. Enfin bon, c'est un peu le cliché, mais... La journée type, quelle ambiance dans ton atelier? Et bah, moi, en temps normal, ambiance plutôt calme. En général, j'aime bien mettre de la musique. Alors ça dépend. Des fois, je mets de la musique qui bouge. Des fois, je me mets un livre audio. Parfois, je me mets du classique. Parfois, je fais la grosse caricature de la restauratrice. Je mets France Culture. Allez. Voilà. Donc ça dépend, l'ambiance ça dépend. Et alors très souvent quand les gens rentrent dans mon atelier, dans mon atelier, ils me disent ça sent bon, ça sent quoi? Et ça sent l'éthanol, les amis. Voilà. Déjà, t'es très libre, c'est vrai, de oui. gérer l'ambiance et donc aussi de gérer les œuvres. C'est toi qui sélectionne. Voilà, c'est moi qui sélectionne. Alors ça dépend. Très souvent, au départ, quand je suis arrivée, où justement je savais pas trop, il y avait tout un tas d'œuvres en attente qui avaient été laissées par mon prédécesseur, donc j'ai commencé à piocher là-dedans. Puis au fil des jours, au fur et à mesure que les gens avaient réalisé que j'étais là, etc., les collègues m'apportent des choses aussi. Du genre, ah bah là, il faut que je numérise ce livre, mais il y a des pages collées. Ah bah là, il y a un lecteur qui veut nous emprunter ce document, mais là, il est pas manipulable. Quand c'est des trucs non manipulables, par exemple, parfois, il faut que j'intervienne très très vite. Heureusement, eux, ils peuvent temporiser aussi et dire au lecteur, bon bah là, c'est pas disponible, mais il sera disponible dans 3 jours, par exemple. Donc voilà, donc il y a un peu de fil de l'eau comme ça, ce qui m'arrive régulièrement et sur lesquels j'essaye d'intervenir assez rapidement pour pas que ça s'entasse. Et puis quand j'ai fini toutes ces choses-là, j'ai tout le fond d'atelier en fait. De choses qui attendent en fait. Ouais, j'ai plein de choses qui attendent. Okay. Voilà. 3 jours, quand même, faut tout couper et puis se mettre que là-dessus. Ouais. C'est l'organisation qui a été un peu difficile au début parce que j'avais pas cette façon de travailler en tant qu'indépendante. C'est vraiment de dire bon, j'arrive et de 10 à 11, je gère les commandes, par exemple, parce que je m'occupe aussi des commandes matérielles, y compris pour le bâtiment, puisque en conservation préventive, donc tout ce qui va être mousse, toutes ces choses-là, bref. Donc les ventouses pour les vitrines, les cadres, vraiment tout ça. Donc j'essaie de me caler vraiment des créneaux pour faire ça et des créneaux bloqués où je suis à l'atelier parce que sinon pareil mes collègues ils débarquent tout le temps et ils me disent dis donc t'as vu ce truc là, est-ce que ça serait pas moisi, je sais pas. Donc j'essaye de dire ok mais ça vous venez me le montrer le matin par exemple et moi l'après-midi j'essaye, voilà, je suis dans ma bulle et je restaure parce que sinon j'avance pas. Il y a tellement de choses à faire en même temps qu'on sait pas trop où donner de la tête. Oui, beaucoup de stimulation. Oui, voilà. Et puis donc la conservation préventive c'est aussi j'arrive le matin et il fait 60% d'humidité dans un magasin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, il faut qu'on trouve des humidificateurs, qu'on regarde s'il y a une fuite, enfin voilà. Sur le terrain, les magasins sont en sous-sol, ouais, enfin tous dans le même bâtiment, pas en sous-sol, mais à moitié en sous-sol. Je suis sur place, heureusement. Il y a une partie des collections dont on est responsable, tout ce qui est le pré-archivage, qui sont externalisés. Ce qui a été une drôle de surprise quand j'ai visité les magasins d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que les archives c'est un peu le truc qui casse les pieds à tout le monde. Des gens qui sont pas dans les archives parce que ça prend de la place, il y a des normes de conservation, ils sont jamais contents, enfin, c'est l'impression que les gens pensent de nous. Et le pré-archivage en particulier, c'est pas encore officiellement des archives, ce sont des documents qui sont encore relativement récents parce qu'ils doivent être conservés un certain nombre d'années et ensuite ils subiront effectivement un tri pour voir s'ils entrent dans les archives ou non. Mais du coup, c'est encore plus la 5e roue du carrosse et la 6e roue du carrosse, le pré-archivage. Ça prend énormément de place et du coup c'est casé. Enfin moi j'ai visité vraiment des locaux. C'est un local poubelle dans un parking quoi. Vraiment c'est ce niveau là. Donc avec c'est des périodiques ou non c'est surtout beaucoup les courriers, tous les échanges entre les administrations, ce genre il y a des périodiques aussi mais il y a beaucoup c'est de la boîte d'archives avec des correspondances, des circulaires.
Alors moi, en fait, j'interviens pas dessus. Là, pour le coup, mon rôle, c'est vraiment conservation préventive, c'est-à-dire m'assurer que les conditions soient correctes. Et il y a des magasins où, effectivement, enfin, des locaux où vraiment, je suis allée donc avec ma collègue qui est responsable du pré-archivage, et il y a des endroits où il y avait des fuites, enfin, il y avait des moisissures, il y avait des... Du coup, la conservation préventive, c'est intervenir sur tout ce qui est autour de l'objet, voilà. Pas avoir potentiellement à le restaurer. Exactement. C'est bien ça. Donc c'est surveiller les conditions de conservation, température, hygrométrie principalement, s'assurer que y ait pas d'animaux qui rentrent parce que ça peut arriver, enfin surtout dans un local poubelle. Voilà, exactement. Enfin ouais, et puis du coup mettre en place des mesures pour essayer de compenser les différents problèmes qui pourraient se présenter. Pièges à insectes, des humidificateurs, enfin déjà enregistreurs d'humidité et d'hygrométrie pour suivre, voir où est le problème. Donc pièges à insectes, effectivement. Travaux de mise aux normes, s'il y a des fils électriques à nu, parfois ça arrive. Les canalisations qui passent au-dessus, voilà, ce genre de choses. Tout ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu vas carrément donc, toi-même changer les pièges à insectes, mesurer l'humidité, ou tu donnes un... Pour tout ce qui est externalisé par rapport au bâtiment, non, je donne juste les préconisations. Et pour le bâtiment lui-même, oui, c'est moi. Je vais prendre mes relevés tous les matins, je vais voir là où il y a un problème. J'ai le collègue qui est responsable du bâtiment qui m'aide quand même beaucoup sur ça. Heureusement, je suis pas toute seule pour le coup. Et il est très efficace. Mais c'est, oui, changer les déshumidificateurs, si c'est bon dans un magasin, mais on en a besoin urgemment dans l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, placer le piège insecte, s'assurer qu'on a une bonne étanchéité au niveau d'une porte, qui n'est pas trop le cas pour l'instant, mais bon, le problème est connu. Le bâtiment étant en travaux, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas terminées. On commence à plus trop savoir où stocker nos collections dans les pièces qui sont... voilà. Appelé Salt Lake City, ils en ont apparemment, ouais. Donc très très animé tes journées. Oui, c'est rare que je m'ennuie, effectivement. Voilà, faut courir. Faut être prêt à bouger et puis être actif au téléphone parce que le bâtiment est très grand et que on a les nouveaux magasins qu'il faut surveiller aussi parce qu'on a très envie d'y mettre des collections qui commencent à s'entasser, mais pour l'instant les conditions sont pas bonnes. C'est bien de redonner cette réalité du métier qui est quand même très manutentionnaire, quoi. Ah oui, ouais. Toujours comme ça. En fait ça serait un poste de régie peut-être éventuellement, mais du coup il y a ça aussi, oui, et parfois faut porter des cartons, effectivement, faut manier du transpalette et c'est moins glamour. Tu veux nous parler justement peut-être de l'image la plus classique qu'on se fait de la restauration, à quoi ressemble justement l'image très classique, oui, c'est avec un tablier, un pinceau dans la poche et un scalpel et recoller des tout petits morceaux de papier les uns avec les autres et avec France Culture en fond. Et une grosse lampe loupe, voire le serre-tête loupe, que j'ai jamais utilisé, mais j'en ai un quand même parce que les gens attendent. Ah oui, d'accord, c'est pour les documentaires. Voilà, exactement. On connaît, c'est comme les gants blancs. Oui, alors on va pas parler des gants. Hein. Non, mais peut-être que voilà, les petits gants nitriles. Oui, ça parfois, ça arrive, je reconnais. Même quand c'est des choses très sales, parfois juste pour nos propres doigts quand même. On fait attention un peu, ouais. Et puis mes collègues ils aiment bien rentrer dans mon atelier en faisant battre les portes battantes et ça fait s'envoler tous mes petits bouts de papier japonais, ça me fait râler. Mais... Tant que ce sont les papiers japonais. Oui, ça va, c'est pas les collections. C'est pas le puzzle que t'étais en train d'assurer. Ouais, alors là ça je crierais plus fort si c'était le cas, mais ça n'est pas arrivé. Un parchemin qui m'a beaucoup marqué, qui est actuellement exposé d'ailleurs aux archives départementales, parce qu'on a une petite expo temporaire sur la forêt, que je vous invite à aller voir si vous avez l'occasion, parce qu'elle est très bien. Et on a un très beau parchemin dedans qui est un arbre généalogique, donc l'arbre, la forêt, c'était le lien, voilà, avec des armoiries. Il est assez grand, et il fait, je pense, il doit faire soit 80 par 60, quelque chose comme ça. Et il était extrêmement gondolé, plié, très abîmé. Donc j'ai travaillé dessus longtemps pour le remettre à plat, donc en chambre d'humidification, et puis avec des petits aimants après. C'est une intervention que j'aime bien faire sur les parchemins parce que c'est là qu'on touche vraiment la matière du doigt. Et qu'on sent ce qui se passe entre le moment où elle est sèche et le moment où elle est humide, et le moment où elle redevient sèche mais à plat cette fois-ci, enfin... C'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport vraiment très organique. On voit vraiment la chose arriver sous nos yeux. Enfin, c'est très très gratifiant, je trouve. C'est quoi la différence justement donc, entre un traitement de papier et de parchemin ? C'est très différent. Le parchemin, c'est un matériau assez capricieux, alors qui tient bien dans le temps, qui lui aussi a des techniques, on peut être support de techniques très fragiles, mais c'est beaucoup plus capricieux. Par rapport à l'humidification, c'est beaucoup moins homogène en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pas un matériau homogène puisque on est sur une peau d'animal donc qui est plus épais à certains endroits, moins à d'autres,
les fibres de collagène dedans ont pas toute la même orientation, et donc il va bouger très différemment, surtout sur des grands formats. À un endroit, il va se détendre dans un sens, et à un autre endroit, il va se détendre dans l'autre sens, donc les plis vont pas du tout être les mêmes. Il faut travailler très localement pour réussir à obtenir un résultat finalement global homogène. Ils vont être super réactifs d'un coup de faire une Exactement. couleur, le reste c'est genre comme ça. C'est ça, et puis il y a des zones où il va gondoler comme ça, et puis en haut il va gondoler comme ça, donc il faut adapter les tensions qu'on applique. C'est plus délicat. Et en même temps assez physique aussi. Et c'est un peu physique parce qu'il faut pas hésiter à tendre, mais il faut pas non plus le craquer évidemment. Ouais. Bon, bah, ça... C'est peut-être la différence avec le papier, que finalement tu peux pas non plus le tirer. Non, ça voilà, ça se présente pas. Oui. Voilà, par contre le parchemin tu peux le tirer, mais il est tellement élastique que si c'est trop ou pas assez. C'est ça. Et puis le parchemin, ce que j'aime bien derrière, c'est faire des montages adaptés, donc avec des languettes de millard découpées, enfin voilà, qui font office de ressort. Et puis ça a toujours beaucoup de succès. J'ai pas mal de visites de scolaires dans mon atelier, et quand je montre ça, tout le monde est toujours très étonné et très intrigué. Les traitements sont très très atypiques en fait pour le parchemin. Oui, et puis il y a pas de parchemin qu'on va traiter pareil, et ouais. L'humidification, j'utilise soit la chambre d'humidification, soit le Gore-Tex. Le Gore-Tex, c'est ce matériau dont on fait les doudounes de ski, qui a un molleton d'un côté et qui a une membrane de l'autre, une membrane qui ne laisse passer l'humidité que dans un sens, sous forme de très 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 fines gouttelettes. Donc c'est pour ça qu'on en fait des doudounes de ski, parce que ça permet à la transpiration de s'évaporer, et ça ne laisse pas rentrer la pluie. C'est surtout cette membrane qui nous intéresse, pas trop l'aspect doudoune, même si ça fait un effet tampon. Poser le Gore-Tex sur le parchemin, puis un buvard humide bien mouillé sur le Gore-Tex, ça fait que l'humidité du buvard va passer à travers le Gore-Tex et imprégner le parchemin, mais sous forme de très 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 fines gouttelettes, et donc l'humidifier d'une part très progressivement, et d'autre part vraiment à cœur. On ne peut pas mouiller un parchemin. Enfin, on peut faire avec du papier, les papiers supportent très bien, je sais que c'est pas forcément... Enfin, ça peut étonner aussi de dire quoi, ça tu vas le tremper dans l'eau vraiment ? Le parchemin, non, ça n'arrive jamais, parce que là on a des risques après de gélatinisation du collagène, c'est-à-dire une vraie modification de la nature du matériau et de son aspect, et qui est irréversible. C'est vrai que les deux sont faits d'ailleurs. Dans le papier, ça peut l'abîmer, mais ça supportera mieux que le parchemin. Oui, c'est ça. Et voilà, les risques de dénaturation du matériau sont quand même assez élevés. Alors après, effectivement, s'il y a des gens qui le baignent, c'est que ça doit être possible. Ouais. Je m'y risquerai pas, je pense. On perd vraiment la nature du matériau et justement son élasticité et ce qui fait l'intérêt du parchemin, exactement. Et justement, c'est intéressant, tu peux nous décrire, tu dois avoir ça, des parchemins où c'est carrément des... Oui, qui sont des boules, ouais. Tu peux pas ouvrir... Alors ça, pour le coup, j'utilise pas du Gore-Tex, je vais plutôt utiliser une chambre d'humidification. Donc ce que je fais, c'est que je remplis une bassine d'eau tiède, je pose un grillage dessus, je pose mon parchemin en boule et je mets un millard ou une cloche, j'ai une cloche en plexi, que je mets par-dessus avec un petit testo, un enregistreur de température et d'humidité dedans pour surveiller ce qui se passe. Et mais ça prend un temps infini. C'est impossible de répondre, ça dépend du parchemin, mais ça va prendre plusieurs jours, c'est sûr. Parce qu'une fois qu'il sera resté 2 heures à 100% d'humidité, on va pouvoir commencer à défaire des plis, mais pas tous. Donc en fait, ça reste pas dans la cloche, tu vas tous les jours un petit peu... Voilà. Quelque chose. De toute façon, je le laisse jamais sans surveillance en chambre d'humidification, donc quoi qu'il arrive, le soir, je le sors. Et il perd pas cette humidité dans la nuit ? Eh ben si, il peut, mais c'est pas grave, on recommence le lendemain. Ok, ça marche. Et alors, comment tu le tires ? Un peu comme je peux. Donc effectivement, j'ai des petits aimants, je pense que qui sont assez répandus, des petits aimants plats cylindriques en forme comme des piles-boutons un petit peu, qui sont très costauds. Jamais directement sur le parchemin, mais avec un non tissé ou un carton ou quelque chose, pour pas risquer de faire une trace, parce que le parchemin humidifié devient assez mou et marque assez facilement du coup, et les aimants peuvent faire une trace en forme d'aimant sur le parchemin. Est-ce qu'on peut comparer ça à une crêpe, la texture Oui, c'est un peu ça, tout à fait. Parchemin mouillé, quoi, enfin humide. Oui, c'est ça fait penser un peu à une crêpe pas tout à fait assez cuite, qu'on peut étirer, mais si on tire trop, ça fait des trous. Donc voilà, donc avec mes petits aimants que j'essaye de placer stratégiquement, petit à petit, retrouver une planéité au fur et à mesure, un peu plus d'aimants. Une fois que j'ai l'impression d'avoir obtenu une bonne planéité, je laisse sécher assez longtemps sous un non tissé, à l'abri de la lumière, mais avec toujours les petits aimants. Je vérifie régulièrement que les aimants ne marquent pas. J'attends généralement 1 semaine, et ensuite encore une bonne semaine sous presse, des poids légers, et après je considère qu'il est il doit être relativement sec et relativement stable. Mais le parchemin dont je parlais tout à l'heure, qui est dans notre exposition, Je veux bien la suite. Nous avons eu un problème d'humidité dans l'exposition à cause d'une trappe incendie
n'était pas étanche. Et ce parchemin, malgré mes petites pattes en mylar qui faisaient office de ressort, a bien gondolé quand même. Donc c'était quoi l'histoire? La trappe était ouverte? Non, elle était pas ouverte, mais en fait il y avait pas de joint et du coup, c'est en Bretagne, donc il arrive qu'il pleuve, même si c'est très rare. Et après un épisode de pluie, on a observé une humidité très très élevée dans l'exposition. Donc maintenant on a mis un déshumidificateur qui tourne même quand il y a des publics. Du coup, parcours assez labyrinthique, et d'ailleurs c'était un problème qu'on a eu quand on a eu le premier déshumidificateur, c'est que l'air ne circulait pas assez. Et donc on a été obligé au début d'en mettre 2. Maintenant avec un on arrive à maintenir l'humidité, on est bien. Mon parchemin a un peu gondolé, mais c'est pas grave. Finalement, le parcours, en fait, est pas top pour la conservation préventive. Alors, en termes de conservation préventive, oui, le fait d'avoir une salle comme ça, du coup, très encombrée avec l'air qui circule peu, c'est sûr que c'est pas forcément une chose idéale. Après, on n'a pas des espaces d'exposition très grands, on a beaucoup de choses à montrer, donc il faut trouver un équilibre. C'est génial d'avoir une salle d'expo dedans. Exactement, ouais. C'est tout récent d'ailleurs, hein. C'est ces travaux qui sont en cours, et on est très contents de ça. Donc cette trappe, en fait, elle suffit, a priori, à faire passer... On suppose que c'est ça, c'est de là que ça vient, parce qu'on voit pas pourquoi tout d'un coup il s'est mis à faire très humide dans cette salle d'exposition. Et ensuite, à l'occasion du test de la trappe incendie par un prestataire agréé, qui l'ouvrait pour voir si elle s'ouvrait bien, on a pu constater qu'il n'y avait pas de joint. Apparemment, c'est normal, donc j'étais assez étonnée. Parce que, effectivement, dans la salle d'expo en dessous, c'est pas idéal, quoi. C'est pour la sécurité, c'est normal. C'est ça. C'est toujours le problème, de toute façon, c'est que la conservation préventive, c'est pas forcément, on est un peu des empêcheurs de sécurité en rond. Voilà. De montrer cet aspect justement en dehors de l'atelier, toutes les questions qu'on se pose. Ah bah oui. Ce qu'il faut observer, ressentir aussi. Oui, ressentir aussi. On le sentait quand on rentrait dans l'expo en fait. On se disait mais c'est bizarre, et il fait plus humide que dans le hall où en plus le hall il faisait assez chaud, et en fait c'est resté humide dans l'expo, et la température a commencé à monter, et puis là c'est le cauchemar de la conservation préventive, hein. Forte humidité, forte chaleur, oulala. Alors ton parchemin il a dit quoi? Et mon parchemin a un petit peu gondolé. Mais on voit aussi que les tirants en mylar ont joué leur rôle. Bon, il a gondolé au milieu en fait, mais sur les bords finalement c'est resté relativement plan. Et il y a un autre parchemin qui est très ancien, sur lequel j'avais pas travaillé parce qu'il était en bon état, qui lui est tout gondolé maintenant. On voit pas mal de parchemins chez des particuliers essentiellement qui vont être montés dans un cadre classique, ouais. etc. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit conseil de conservation préventive en fait pour les personnes? Pour le parchemin, comme pour toutes les œuvres d'art, déjà il faut éviter les UV tant qu'à faire, donc pas en face d'une fenêtre idéalement, pas dans une pièce trop éclairée. Bon, on sait bien que si on veut exposer quelque chose chez soi, on est bien obligé de les soumettre aux UV. Alors on peut mettre un verre anti-UV ou des films anti-UV sur le verre du cadre. Et pour le parchemin, il faut pas trop sec ni trop humide, et surtout une hygrométrie très stable. En fait, plus qu'un degré d'hygrométrie, il faut une stabilité. C'est ça qui est le plus important, je pense. Clairement, pas mettre ça dans sa salle de bain. J'imagine que les gens ne feraient pas ça, mais on sait jamais. Ouais. Trouver une icône de cette idiote. Non, peut-être à Stockholm, mais qui était dans une cuisine, tu vois. Oui, si c'était un maître. Ah ouais. Voilà, la cuisine, c'est pas idéal non plus. Le système avec les tirants en mylar peut parfaitement être adapté à un cadre, c'est-à-dire, c'est le cas pour ce parchemin d'ailleurs. Les tirants se trouvent derrière le carton du parchemin. Qui lui-même est rehaussé par rapport au carton de fond pour qu'ils puissent se mouvoir librement et jouer leur rôle de ressort. Après, c'est quand même quelque chose d'assez long à mettre en place, parce qu'il en faut beaucoup. Plus il y a de tirants, plus c'est efficace. Les tirants, je sais qu'on peut les faire par laser par des entreprises. Moi, pour l'instant, je les fais tous à la main, et j'ai calculé, ça me prend 3 minutes par tirant. Donc voilà, si j'en ai 40 à faire... 40 par exemple pour le grand parchemin. Pour un grand parchemin, voilà, il y en a une quarantaine, il me semble. Et donc les tirants, c'est en fait c'est quoi? C'est un rectangle de mylar, qui est un plastique neutre, c'est du polyester, voilà, transparent, et on fait des petites découpes dedans. Alors c'est compliqué à expliquer sans image, mais on mettra une photo. Voilà. Et donc on fait des découpes au scalpel dedans, mais un certain nombre par tirant, qui doivent être en plus assez précisément placés pour que l'effet ressort soit bien homogène. Et ça prend un certain temps. Ouais, c'est pas forcément accessible pour un encadreur. Pour un encadreur qui a pas l'habitude, je pense que lui, surtout c'est sur le temps que ça va prendre qu'il va râler. Et pour du coup un particulier, le temps c'est de l'argent, et ça va lui coûter donc très très cher. C'est idéal. Mais c'est idéal. Après, il existe aussi des matériaux qui absorbent ou relarguent l'humidité en fonction des variations, qui existent en feuilles, qu'on peut utiliser dans l'encadrement, comme carton de fond, ou comme
C'est des papiers imprégnés de gel de silice, ce genre de choses qui sont conditionnés pour maintenir l'humidité à 50%. Et donc, s'il fait plus humide, ça va absorber l'humidité. S'il fait moins humide, ça va relarguer l'humidité. C'est assez cher aussi, mais c'est moins cher que de faire 1 milliard de tirants en milliard. C'est un bon conseil, et on voit bien que le parchemin, de toute façon, vit. Et de toute façon, voilà, ça fait partie du matériau aussi. Hein. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'un bon, mauvais patrimoine? Je vais pas vous faire la blague des inconnus, c'est tentant, mais... Salut à toi. Il y a eu une petite panne de micro. Les voix vont donc un peu résonner pendant à peu près 10 minutes, et ensuite, ça reprendra normalement. Bonne écoute. Je trouve que c'est très difficile comme question parce que je pense qu'il y a autant de types de restaurateurs que de restaurateurs. On est tous différents, on a tous, je pense, des pratiques que d'autres trouveraient vraiment limites, voire vraiment pas bien. Et puis on va tous trouver que d'autres font des choses qui, oula, moi je ferais pas ça. Je pense que une qualité assez primordiale, c'est savoir s'adapter et aux matériaux, aux documents, à l'œuvre d'art qu'on nous présente, et à la personne qui nous demande de le restaurer. On ne peut pas restaurer de la même façon, on ne va pas restaurer de la même façon pour un particulier, pour une institution, pour un marchand d'art, c'est encore une autre catégorie. Et c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'ai trouvé difficile en commençant, parce que nous, on nous apprend les principes de déontologie très, la charte de Venise, on fait le moins possible, c'est ce qu'on va faire effectivement quand on travaille pour des musées, des bibliothèques, des archives. Mais un particulier, lui, on peut lui expliquer ces principes-là, mais en général, il va vouloir une restauration qui est plus poussée que pour une institution, et un marchand d'art encore plus. Et c'est difficile parce que parfois on peut refuser, on est tenté de refuser, de dire non, ça je veux pas faire ça parce que voilà, mais il faut quand même manger à la fin du mois aussi, et donc c'est cet arbitrage qui peut être un peu délicat, et il faut une certaine souplesse, je pense, dans la pratique. Mais peut-être que des gens trouveraient que non, être un bon restaurateur, c'est justement ne pas sortir de la déontologie. Ça tombe bien, comme ça on peut permettre aussi sur ton parcours personnel, parce que tu as travaillé aussi en tant qu'indépendant, donc pour aussi des particuliers. Tu as fait nous raconter un petit peu le contraste entre les deux. Alors, en fait, ça a été plusieurs choses assez différentes, puisque en tant qu'indépendante, j'ai travaillé pour des particuliers, des collectionneurs, donc ça, il y avait des choses très intéressantes, parfois vraiment d'artistes connus. Et c'est un travail qui est quand même assez plaisant, parce que alors moi, effectivement, je ne déteste pas faire une restauration assez poussée. Donc pour les particuliers, souvent c'est mieux d'apprécier. On est d'accord qu'on va pas repeindre une œuvre, on va faire des restaurations qui sont visibles. On va pas, mais on peut faire quelque chose de plus poussé que juste une réintégration sans isoton, par exemple. Les musées et les institutions, souvent, c'est ça qui va le minimum. Aux archives, pour préciser, tu es dans une démarche minimaliste. Donc tout à fait, je suis dans une démarche minimaliste pour 2 raisons. La première, c'est que, vu le volume à traiter, je peux pas trop me permettre d'insister vraiment sur chaque document. Et d'autre part, parce que, effectivement, les archives, par rapport à des œuvres beaux-arts, par exemple, l'important, c'est l'information qui est portée dessus. C'est beaucoup moins l'aspect esthétique. Donc, même si ça peut arriver, on a quelques dessins, on a des choses assez jolies, où là, oui, les restaurations sont un peu plus poussées, en accord avec la directrice, évidemment, si elle estime que c'est nécessaire. Mais sinon, oui, on reste vraiment sur du super minimaliste, voire parfois, quand c'est des choses qui ont été numérisées déjà, juste une stabilisation, et puis on touche plus à rien. Une pochette. Voilà, ça sortira plus, donc sauf cas extrême. Et pour les particuliers, on pousse un peu plus les restaurations, on va chercher un peu plus l'illusionnisme, et c'est quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Quand on est restaurateur, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'apporte une certaine satisfaction de pouvoir faire une belle réintégration colorée ou ce genre de choses. C'est quand même plus agréable. Après, j'ai aussi travaillé, donc là, un truc qui n'a rien à voir, et un peu par hasard, j'ai travaillé sur les collections d'appareils photo. Oui, t'as dit ça tout à l'heure. Quoi? Tout à fait. Alors, parce qu'au départ, ils avaient besoin de quelqu'un en conservation préventive au Musée français de la photographie à Bièvre. Et puis, en fait, avec le temps, le poste a évolué. Mais c'était de la conservation préventive, de toute façon, sur les collections d'appareils photographiques. Et avec le temps, on s'est formé un petit peu, avec un collègue, sur une intervention sur les objets directement, pas des restaurations, pas des vraies restaurations, mais quand même des consolidations qui parfois, pareil, pouvaient être un peu illusionnistes pour pas qu'on se dise « oulala, il est cassé cet appareil » quand on voulait les exposer par exemple. Et donc on s'est quand même pas mal formé en patrimoine scientifique et technique. Et pendant 10 ans j'ai fait ça, et c'était super intéressant, et j'ai adoré faire ça. 10 ans du coup? Oui. T'étais dans la structure ou en indépendante? En indépendante, titulaire de marché. Titulaire d'un marché. Donc le fameux marché qu'on analyse. Voilà, c'est ça.
Et alors du coup, comment ça se fait qu'ils fassent appel dans ce cas-là à une spécialiste art graphique le papier Alors, aussi. parce qu'au départ, j'étais censée être là en conservation préventive. Et finalement, avec le temps, la formation, l'expérience des objets, le collègue avec qui j'étais, qui lui avait déjà beaucoup plus d'expérience que moi sur du patrimoine scientifique et technique d'ailleurs, qui m'a appris énormément de choses, c'était essayer de redonner certaines fonctionnalités à un appareil, par exemple un soufflet qui ne s'ouvre plus, lui redonner de la souplesse, un soufflet qui s'affaisse, comme pour les anciens appareils photo, mettre au point des systèmes à l'intérieur de soutien. Et ça restait travailler surtout autour de l'objet, puisque sur l'objet directement, mais quand même on a acquis une certaine expertise sur cet objet-là. Il se trouve qu'au bout de 10 ans, le marché arrivait à sa fin. Moi, je commençais à me poser des questions justement sur ce métier, est-ce que je voulais rester, etc. Mon collègue, lui, ne souhaitait pas continuer, donc je ne me voyais pas forcément de reprendre toute seule. Et en plus, j'avais vraiment envie de faire des arts graphiques, en fait, qui était mon cœur de métier au départ. Est-ce que tu faisais ça à quelle cadence? Déjà, précise peut-être ce que c'est qu'un soufflet. C'est en quoi le soufflet de... Le soufflet est en cuir, donc les appareils photo, ceux sur lesquels on a travaillé étaient en bois et en cuir et en métal. Mais on intervenait surtout sur la partie cuir qui finalement faisait aussi partie de ma formation, puisque même si c'est pas ma spécialité, j'ai une formation sur le livre, donc le cuir. C'est un peu par là qu'on arrive au papier et au parchemin en général. Exactement. Donc ça c'était mon client principal, mais j'avais aussi des clients particuliers à côté. Enfin, c'était plusieurs jours par semaine, mais ça me laissait quand même du temps pour une clientèle petite. Oui, c'était intense vraiment cette mission. Oui, ça prenait beaucoup de temps. C'était très intéressant et ça laissait pas forcément beaucoup d'énergie justement pour développer une clientèle à côté, mais... Et du coup, donc, tu étais amenée à traiter quoi d'autre? Comment tu travaillais en parallèle de ça? Alors déjà, j'avais du coup quand même des collections graphiques, mine de rien. On avait de très jeunes, toutes les boîtes en carton, les étiquettes de boîtes de plaques, des choses comme ça, donc ça qui était vraiment du coup ma spécialité. On avait des objets en carton. On avait des documents, des modes d'emploi, des publicités, des choses qui étaient des documents graphiques aussi. Il y avait quand même de quoi faire, j'étais pas totalement perdue pour les arts graphiques. Et donc j'avais une petite clientèle à côté de particuliers, quelques marchands, c'était assez ponctuel parce que après moi parce que je préfère faire les marchands. Voilà, c'est assez compliqué je trouve les rapports avec eux, mais il n'y a pas du tout les mêmes attentes que c'est ça, voilà. A priori tu as plus d'expérience à ce jour en tout cas en musée archive. Oui, c'est ça, deux mondes. Et c'est justement je disais il faut savoir s'adapter aux clients, et moi avec les marchands d'art j'ai toujours eu du mal à m'adapter, justement. Et donc, tu as fait ça 10 ans. Et avant ça, justement, donc j'étais indépendante, pareil, avec une clientèle privée. Et comme j'ai fait mon mémoire sur un boulot de papier peint, ça m'a apporté quand même quelques chantiers de papier peint. Au début de ma carrière, c'est pas mal pour commencer, je trouve. Alors, j'étais pas toute seule, heureusement, c'était avec une autre collègue qui avait un peu plus d'expérience que moi, qui avait eu son diplôme avant moi. Et on a travaillé sur notamment la Casamore à Grenoble, un très beau papier peint panoramique de la baie d'Istanbul, mais qui avait été très abîmé par le temps. Tu veux nous décrire un petit peu le lieu Alors, la Casamore, c'est un endroit assez incroyable, d'ailleurs. T'as dit que c'était où à Grenoble, à côté de Grenoble. Okay. Si vous avez l'occasion d'aller visiter ça. Mort, c'est ça? Oui, M-A-U-R-E-S. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est une maison qui a été construite au début du 19e siècle par un entrepreneur qui avait plus ou moins inventé, ou du moins introduit le béton en France. Et donc, c'est une demeure entièrement en béton, mais dans le style orientalisant, complètement fou. Voilà, avec donc les arcs outrepassés, les vitraux, c'est peint de toutes les couleurs. Enfin, c'est vraiment un endroit incroyable. Et avec des magnifiques papiers peints à l'intérieur, mais c'est un bâtiment qui avait été pourtant classé monument historique, mais laissé à l'abandon très longtemps. Et donc il avait été squatté, et puis du coup pas chauffé l'hiver. Puis le béton, niveau conservation préventive, c'est compliqué. Ouais, voilà, je pense que ça c'est pas non plus l'idéal, effectivement. Et donc il y avait déjà eu une première campagne de restauration de papier peint sur une des pièces. Et on intervenait là dans le salon, donc le papier peint panoramique de la baie d'Istanbul qui avait été arraché, déchiré, avec des traces de fumée, de brûlure, enfin beaucoup de choses. Il y avait une frise en haut qui était assez déchirée aussi, donc on a reconstitué ce qu'on a pu, on a reconstitué la frise, on a fait des réintégrations, on a tout bien nettoyé. Il y avait une espèce de voile de béton justement qui est, je sais pas si c'était assez à travers le mur, à travers le papier peint et un voile, une espèce de étrange, qu'on a eu pas mal de mal à enlever d'ailleurs, je sais plus comment on a fait, mais vous avez plein de trucs. Vous avez déposé? Non, on n'a pas déposé, on est intervenu in situ, vraiment sur le papier peint, sur le mur, pour le nettoyer et ensuite faire les réintégrations, recoller les endroits qu'il fallait, nettoyer les zones. On a bien retrouvé justement tout ce qui se passe à l'horizon qui était un peu dans le sfumato
De béton. De béton, voilà. C'est poétique, je sais pas. Et du coup, on a bien trouvé le paysage avec les minarets et voilà. Et donc, la propriétaire était très contente, il me semble. Parce que c'est privé aujourd'hui, ça Alors, c'est pas vraiment historique, donc ça se visite, mais c'est privé, la dame habite dedans. C'est ouvert pour les gens du patrimoine, je me demande si elle fait pas des visites guidées de temps en temps, enfin, à l'époque. Et donc, ça, c'était un beau chantier vraiment intéressant, puis dans un cadre incroyable. Enfin, ça a duré longtemps 15 jours. 15 jours, ok. Et tout l'ensemble La pièce, on a repris la pièce, on a fait donc juste une pièce, donc un grand mur notamment avec ce papier panoramique, et puis il y avait sur les côtés des rinceaux avec des oiseaux, des animaux, etc. Qui par endroits étaient abîmés par les fenêtres qui s'ouvraient, qui venaient taper dessus, ou les portes. Donc là, on est pareil, on est intervenu en réintégration sur ces zones-là. Mais surtout plutôt cosmétique. Parce qu'on pouvait pas vraiment. Voilà. Le papier qui restait était encore en bon état, il s'effritait pas. Ça change tout, quoi. Et ouais. Donc c'est vrai que c'était relativement. C'était recoller tout ce qui se décollait, et puis surtout refaire la frise et faire une intégration un peu neutre pour le bas qui avait été très abîmé. Comment refaire la frise alors d'un point de vue Et ben l'avantage d'une frise géométrique, c'est qu'on peut décalquer et refaire. Alors tu refais comment justement d'après ces règles, les fameux principes de déontologie, vous avez choisi quoi? Alors en fait comme c'était la partie de la frise qui manquait, c'était plus le papier d'origine. Nous on a décalqué le motif de la frise à un endroit où elle était en bon état. On a mis un papier de réintégration permanent, quelque chose qui devrait durer un certain temps sur la lacune qui était donc assez grande. On a reporté le motif, on a repeint légèrement plus clair pour qu'on voit que c'est une réintégration. Mais quand même dans les mêmes tons pour pas que ça attire trop l'œil, quoi. Voilà. Une de nos méthodes fétiches pour combler les lacunes. Parce que je sais pas si tu as beaucoup eu cette question dans le cadre des archives, je trouve que le parallèle est intéressant. Moi j'ai souvent eu cette question de est-ce qu'on réécrit le texte manquant? Ah, mais ça tout le monde me le demande. Ah, tu vois, moi aussi. Toutes les visites que j'ai à la me demandent, ouais. Et là, donc non, pas du tout. Alors pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a écrit, et puis même si on savait. C'est de la triche, en quelque sorte. C'est-à-dire que sur une frise géométrique, on se doute que le motif était... On se doute de à quoi ressemblait le motif, mais le texte, on pourra jamais savoir. Oui, dans un cadre manuscrit. Et si c'est un texte imprimé qui est manquant? Sur un texte imprimé, si on retrouve un autre imprimé, on n'a pas besoin de refaire le texte sur le premier. C'est une bonne réponse. C'est intéressant, mais voilà. J'ai vu des gens parfois faire des collègues faire une impression, pareil, un ton en dessous. Oui, pour faire une intégration, ouais. Avec un papier neutre et puis tu le. C'est très bon, ça me paraît très interventionniste. C'est fastidieux pour. Fastidieux, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps surtout. Beaucoup de ressources, ouais. Mais oui, effectivement, on peut passer par un facsimilé, moi je me dis que. Et alors du coup, toi, t'as fait donc avant, t'as eu ta pratique d'indépendant. Oui. Et tu viens de nous parler de ton sujet de mémoire. Donc, tu as fait quelles études? J'ai bifurqué en histoire de l'art parce que j'avais pas du tout de formation en histoire de l'art. Donc, histoire de l'art et archéo. Et pour préparer le concours, j'ai passé le concours une première année, j'ai été admissible, mais je l'ai pas eu. Et la deuxième année, je l'ai eu. Ok, donc tu as fait 1 an, c'est ça en J'ai fait 2 ans d'histoire de l'art et archéo. Tu as fait ça où? À Paris 1, là, juste à côté. Ouais, pas loin. Ça marche. J'ai reconnu le bâtiment, pas d'accord, c'est moche. Donc moi j'ai fait l'Institut national du patrimoine, qui est donc un diplôme en 5 ans, qui est une formation qui est au niveau pratique extrêmement complète. On a plein d'ateliers différents justement qui se focalisent sur tel ou tel matériau. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment très bien formés. Après, oui, on est un peu dans un cocon, faut voir. Donc, c'est où ça? Donc ça, alors moi c'était à Saint-Denis à l'époque, maintenant c'est à Aubervilliers. Et oui, donc on est un peu dans un cocon, on n'est pas trop dans la réalité du métier du point de vue, comptable et financier. Donc on n'a aucune notion, par exemple, enfin en tout cas à l'époque, on n'avait pas vraiment la notion du prix des matériaux qu'on utilisait. On n'avait pas du tout de formation en tout ce qui était création d'entreprise, comptabilité, ce genre de choses qui est quand même une surprise assez désagréable quand on s'installe. Si on n'a pas trop l'idée de ce à quoi ça va ressembler. Je pense que c'est un métier où en général on a des compétences qui sont pas vraiment identifiable. Voilà, oui, comment dire, souvent tout ce qui est comptabilité, administratif, etc., c'est un peu à l'opposé de ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. En tout cas pour moi, vraiment, c'était... Et là, t'es lâché dans la nature. Exactement. Allez, t'as l'or dans les mains, oui, mais... Cours mon petit canard.
J'ai longtemps hésité entre en fait une voie scientifique ou une voie artistique. Et finalement, je suis partie vers l'artistique parce que j'aimais pas trop les maths. Alors, Ça a été, alors moi je savais pas trop à l'époque. Maintenant, c'est vrai que ça me travaille encore. En plus sur de l'artisanat, moi j'aime bien fabriquer des bijoux en métal. J'aimerais bien, si un jour j'arrive à trouver une grande maison pas trop chère, avec une dépendance, installer une forge, ce genre de choses. Génial. Tu manipules ou ça serait un rêve de te former justement? J'aimerais bien me former à la forge, vraiment. D'abord, après sur la bijouterie, moi j'ai fait ça un peu à la petite semaine. J'ai acheté un chalumeau et des plaques de métal et puis une petite scie à métaux et voilà, j'ai commencé comme ça. Et... De toute façon, on est des MacGyver dans ce métier. Je crois que c'est on n'a pas trop peur de la matière. On n'a pas peur de la matière et de se colter et mettre les mains dans le cambouis. C'est clair. Ça, par contre, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui m'aurait manqué si j'avais fait une carrière scientifique. Et le rapport aux matériaux, etc. Mais finalement, d'être partie en restauration, c'est encore le meilleur compromis que je pouvais trouver, je trouve, entre l'artistique et le scientifique, justement, parce qu'on reste une profession où il faut des notions quand même de physique-chimie, où on fait des tests régulièrement avec finalement l'instauration d'un petit protocole de tests pour voir quel adhésif sera mis avec tel matériau, comment tel matériau va vieillir au soleil par rapport à tel autre, ce genre de choses. Je pense qu'on a tout ça, nos petits échantillons scotchés sur nos fenêtres. Voilà. Alors, certains jours, je me dis, c'est pas assez artistique, c'est pas assez scientifique, qu'est-ce que je fais là, c'est nul. Et de certains jours, je me dis, mais non, c'est génial, c'est les deux, c'est tout ce que je voulais, quoi. C'est marrant, c'est quelque chose qu'on retrouve, d'ailleurs, je trouve, chez certaines concerts, parce qu'on a en effet cette ambivalence, on touche un peu à tout, mais du coup, parfois, il manque ce truc de, j'aimerais faire un seul métier, alors voilà, ça c'est vrai. Ma compta. On a l'impression, parfois, d'être un peu couteau suisse, c'est-à-dire qu'on fait tout, mais rien de très bien, comme on dit. Rien de parfaitement, disons, parce qu'on bosse bien quand même, mais il y a ce problème de légitimité qui revient beaucoup et qui est sûrement lié. Alors je me suis toujours demandé effectivement si c'était parce qu'on était ce type de personnalité qu'on allait vers la restauration, si c'était la restauration qui nous rendait comme ça, je sais pas trop dans quel sens ça fonctionne, mais oui, c'est vrai qu'on est souvent des personnalités un peu angoissées, qui doutent de leurs compétences, qui doutent de leur légitimité, c'est assez étonnant. Ouais, carrément. Et on revient à cette question même du titre conservateur-restaurateur qui crée un flou encore une fois. On est ni l'un ni l'autre finalement, on est les deux en même temps. En faisant les portes ouvertes des grandes écoles d'art, art déco, beaux-arts, etc., je me suis pas du tout retrouvée dans l'ambiance de ces écoles. J'ai pas trop apprécié. En fait, je pense que c'est normal. Pour être artiste, il faut vouloir se mettre en avant. Il faut avoir une certaine forme un peu d'impudeur parce qu'on met de soi dans ces œuvres d'art, mais c'est pour les montrer aux autres. Mais c'est quelque chose qui normalement vient de l'intérieur. Et moi je me voyais pas trop là-dedans. Je trouvais ça, moi en tout cas, je me sentais pas en fait de montrer ce que j'ai à l'intérieur au public, ce qui est quand même je pense la base de l'art. Et je me suis retrouvée par hasard faisant la semaine des portes ouvertes de toutes les grandes écoles aux portes ouvertes de l'Institut national du patrimoine, et là j'ai eu une révélation. Et là je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Il y avait non seulement le fait que oui, c'était quelque chose d'artistique, on est au contact même direct des œuvres d'art. C'est aussi scientifique parce que on a des protocoles, des méthodes à mettre en place, à suivre. On a de la physique-chimie, mine de rien, ce genre de choses. Et on me demandait pas, justement, de me mettre sur le devant de la scène. Au contraire, exactement. Donc ça m'allait beaucoup mieux, oui. C'est un peu exceptionnel de parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais en même temps, après, avec la pratique, avec l'expérience, et puis, on se rend compte que c'est vrai que notre profession est pas très bien représentée dans les médias. Il y a beaucoup de clichés. On a l'impression que tout le monde profite un peu du fait qu'on ne se mette pas en avant pour nous marcher dessus, quoi. C'est peut-être un peu violent, mais pour se dire, ah oui, mais c'est bon. Enfin voilà, moi, la première fois que mon nom a été mis à la fin d'une expo sur laquelle j'avais bossé, c'était en 2020. Donc ouais, c'est ça. Et avant ça, jamais on avait envisagé de mettre mon nom au générique d'une expo, quoi. Donc je trouve ça quand même dommage parce qu'on fournit beaucoup de travail et sans nous ces expos elles pourraient pas avoir lieu. Donc on n'est pas plus important que les autres, mais on est aussi important que les autres. J'ai vu merci aux surveillants de ça, mais pas merci. Ouais, voilà, non mais c'est dingue quand même. Et alors en scientifique, ça aurait été quoi? Et donc en scientifique, oui, moi ce qui m'attirait vraiment beaucoup c'était l'astronomie, et c'est un peu comment dire, c'est mon regret, c'est d'avoir jamais bossé là-dedans. Après, pour en avoir discuté avec des personnes qui sont parties dans cette voie,
c'est quand même beaucoup de mathématiques. C'est pas juste regarder dans un joli télescope et dire oh là là j'ai fait une photo d'une supernova, non, c'est un peu plus. Tu le fais quand même. Alors, moi j'ai un télescope, j'ai un très beau télescope parce que ça c'est une passion vraiment qui me tient à cœur et je fais des observations et j'essaie de prendre des photos. Bon, j'y arrive pas encore très bien, mais c'est en cours. Je m'adapte. Avec le microscope, tu vois. Oui, finalement, ouais. Tout à fait. Ouais, non, il y a un peu l'idée de. À la loupe, quoi. Ouais, de regarder, de voir quelque chose qu'on voit pas à l'œil nu, ouais, tout à fait. Et qui n'est pas donné à tout le monde aussi. Il faut les codes, il faut apprendre. Peut-être, ouais. Je peignais un petit peu, mais je faisais surtout pas mal de dessins. Donc je me sentais plus proche de l'art graphique, le matériau papier lui-même. C'est pour ça. Et le parchemin, t'as attiré au final? Alors le parchemin, ouais, c'était par hasard. C'est qu'on a eu un atelier de travail sur le parchemin. J'en avais jamais même manipulé quand même un peu, mais ça m'était pas forcément venu à l'idée. Et j'ai trouvé ça super. Il faut dire, c'était vraiment un atelier incroyable. C'était sur une semaine, on a fabriqué notre propre parchemin. Enfin, c'était génial. On partait vraiment de la peau de bête avec les poils et tout ça. Un peu dégueu d'ailleurs, faut bien le dire. Ça pue, voilà. Ça devient sublime, mais c'est crade. Ouais. Puis les mains dans le cambouis, c'est mon expression préférée. Alors t'as le choix entre deux questions d'abord. Tu dois convaincre soit le gouvernement que la restauration du patrimoine, en gros, est le ministère dans lequel il faut à tout prix investir. C'est essentiel au monde. D'accord. Sinon, autre alternative en question, tu dois expliquer à Mr Bean qu'il ne veut pas faire ce métier. Sans vexer. Oh là là, c'est compliqué. C'est toute ressemblance avec des faits réels. D'accord. Parce que effectivement, je dirais que la restauration du patrimoine, c'est la clé vers la meilleure conservation possible de notre patrimoine. Que si on oublie notre histoire, on ne sait pas où on va. Que du coup le passé est quelque chose d'important et que notre rôle c'est aussi de passer aux générations futures des choses, même les œuvres d'art qu'on a apprécié regarder, que le plus de gens possible après nous puissent apprécier les regarder également. Globalement, je connais pas d'humain qui ne soit pas sensible d'une façon ou d'une autre à certaines esthétiques, à une certaine forme d'art justement, mais même ne serait-ce que les gens qui disent moi l'art ça m'intéresse pas, bah oui mais tu choisis quand même comment tu t'habilles le matin, donc il y a un sens esthétique derrière, tu fais attention à certaines choses et puis enfin voilà après ça peut être des feuilles d'arbre dans le soleil, ça peut être un ruisseau qui coule. L'humain a besoin de trouver du beau quelque part, je pense, et puis s'il en trouve pas ou s'il trouve pas celui qu'il cherche, il peut le créer et c'est encore quelque chose d'assez incroyable, ouais, assez universel. Et bon, je suis quelqu'un d'un peu cynique qui a tendance à dire que l'humain tout ça, oh là là, cochonnerie, machin, mais en fait on est capable de belles choses aussi et si on l'oublie et si on laisse ça tomber dans l'oubli, bah où est-ce qu'on va? C'est une jolie métaphore, je trouve, des archives. Merci. Écoute. On aime la poussière. Ouais, on aime la poussière, ça c'est vrai. Le truc. Je trouve que c'est un métier qui est assez solitaire, c'est dommage, parce que en plus très souvent, enfin moi, j'ai vraiment à cœur la transversalité, le fait que tous les métiers du patrimoine ont des choses à s'apporter les uns les autres et qu'il faudrait qu'on bosse tous ensemble, mais au final. En tout cas, les restaurateurs, on est très tout seul dans notre atelier. Et même moi, qui suis pourtant au sein d'une équipe, mon atelier est tout au bout du bâtiment. Les gens viennent pas souvent me voir. Je suis un peu le bout de la chaîne aussi, c'est-à-dire que il y a ceux qui sont en contact des lecteurs, des publics, etc. Il y a ceux qui gèrent les fonds, qui travaillent en lien avec ceux-là. Mais moi, je suis, quand il y a un truc qui va pas, on vient me voir, mais c'est un peu ponctuel et. T'es très sollicité, mais pas forcément pour parler. Voilà, c'est ça. Alors, d'autre part, j'ai quand même beaucoup de visites. J'ai des visites de scolaires principalement, où là il va y avoir les journées européennes du patrimoine qui reprennent, et là j'ai aussi je vais être très sollicitée. Moi, comme tu as pu le voir je crois, j'adore parler de mon métier, donc c'est pas tellement gênant. Les scolaires c'est plus compliqué, les collèges en particulier c'est quand même assez difficile. Trouver les mots. Ouais, faut trouver les mots pour les intéresser. Parce que ils sont déjà ils sont à l'âge où de toute façon vu que c'est scolaire c'est nul. Donc ça les intéresse pas. Et puis c'est numérique, en plus, en plus très très numérique, tout à fait. Et parfois, ils sont assez difficiles, quoi. Ça les intéresse pas. On a l'impression qu'on les fait chier. C'est pas le public le plus facile. Alors les primaires, ils sont adorables. Mais j'ai quand même un truc, j'ai une botte secrète pour les. On a le droit de la connaître. J'ai une botte secrète pour les collèges. C'est un registre dans lequel une énorme araignée a été écrasée entre deux pages. Et du coup, j'enlève pas l'araignée d'abord parce que j'ai très peur des araignées. J'arrive pas à me motiver à l'enlever. Je la trouve trop horrible. Et en plus, elle a tellement de succès auprès des scolaires, de tous les âges, quand j'ouvre le livre. C'est génial, c'est pédagogique au final. Donc, du coup, je le garde comme ça, celui-là. Je pense qu'elle va rester là, l'araignée, parce que. Il en faut une. Ouais.
Elle s'appelle Aglaé. Trop bien. T'as toujours ce débat, alors là, on rentre dans le truc théorique, mais tu sais, est-ce qu'il faut laisser la poussière Ah bah oui, ça... Bah là, je trouve ça vachement intéressant, parce que finalement, tu te dis, elle a du succès, elle rentre dans l'histoire du... Exactement, ouais. Peut-être pas d'intérêt sans la C'est un registre, effectivement, d'hypothèque un peu chiant. Ça n'empêche pas vraiment de lire ce qu'il y a écrit. Bon, je pense que ça abîme le papier à la longue, mais elle a tellement de succès, je peux pas l'enlever. Je suis même pas sûre que ça l'abîme au point de tout trouver. Non. Et elle semble vraiment écrasée. Oui, elle a été écrasée dans le livre. Quelqu'un a fait... C'est sûr, il y a une belle trace sur la page d'en face, et elle est comme ça. Elle est grosse, hein, elle est balèze, hein. Je me fais bien sur la table. C'est ça, genre... Ah exactement. Les souris, les araignées. Non, mais c'est la vie d'archive, quoi. Et du coup, ça ce serait peut-être ce que t'aimes le moins dans ce métier, c'était de la solitude, justement. Bah, ça dépend, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire, hein, globalement. Ça me dérange pas, justement. Mais ce qui me manque plus que le contact humain, je suis pas toute seule, mais c'est l'échange de connaissances, en fait. Oui, c'est ça. Les matières. Ouais. C'est dans plein de matières différentes. C'est ça. Et puis, en fait, pouvoir échanger avec d'autres personnes sur ces sujets-là, c'est ça qui me manque. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi qui peut être surprenant sur l'image qu'on se fait d'une autre? J'ai aucune patience. Je suis quelqu'un de pas patient du tout. Et ben, parce qu'en fait, quand je recolle des tas de petits bouts de papier, je prends mon pied. Je trouve ça génial, j'ai pas besoin de patience. Je peux faire ça pendant 8 heures, y a pas de problème. Par contre, faire la queue à la caisse du supermarché, non, là, je deviens dingue. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment ce que tout le monde me dit, les gens quand je me présente, que je dis que je suis restauratrice, les gens me disent, oh là là, il faut une patience pour faire ce métier. Je suis quelqu'un de tellement pas patient, à chaque fois, ça m'étonne. Est-ce que ça s'apprend ou ça dépend finalement de ton affinité? Moi, je pense que c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime faire, donc voilà, je suis contente en train de faire ça, donc la patience, c'est faire un truc qui nous casse les pieds, et le supporter, et voilà, et ça, attends, j'ai du mal. Quand je dois faire ma compta, parce que je ne fais plus, Dieu merci, mais quand je devais faire ma compta, c'était un cauchemar, parce que j'avais horreur de ça. Donc déjà, je mettais 3 jours à m'y mettre en pleurant, faut que je fasse ma compta, à me rouler par terre, là. Et puis finalement, l'heure tournant, fallait que je m'y mette. Je râlais comme un putois. Dès qu'il manquait un document, je disais, je ferai ça plus tard, j'en ai marre. Enfin bon, vraiment. On disait tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. Non, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est aux antipodes de ce qu'on est. De ce qu'on aime, ouais. Non, mais voilà, les gens s'imaginent que je suis quelqu'un de patient, et à chaque fois ça me surprend, parce que les gens qui me connaissent, ils savent que c'est pas vrai du tout. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on va parler, ou le mot de la fin? J'espère que ça va être intéressant, que ça va plaire aux auditeurs. J'espère que ça va faire mieux connaître notre métier et nous faire sortir un peu de l'ombre et des clichés. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est ça. Merci d'avoir participé. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les 2 voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.